Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Questions d'actu qui aborde ce soir le thème de la décentralisation. Alors, un thème qui a été il y a quelques jours au centre de la rencontre gouvernement-Wali. Les participants issus aussi bien de l'administration centrale que les collectivités territoriales se sont penchés sur les meilleurs moyens d'accélérer ce processus et le renforcer pour une meilleure gouvernance territoriale et administrative. Alors une gouvernance souple, efficace, productive et surtout sans bureaucratie. Pour mieux cerner cette thématique, nous lui consacrons notre débat de ce soir, à travers lequel nous essaierons de savoir un peu plus sur les objectifs de la décentralisation, ses enjeux, ses priorités, mais aussi son cadre juridique. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Monsieur Bensaddeq Ali. Vous êtes directeur des études auprès de l'Agence à l'aménagement et l'attractivité des territoires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Également avec nous, Monsieur Saada Majid. Vous êtes directeur général de l'aménagement et l'attractivité du territoire. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous également. Alors, la décentralisation de l'État gestionnaire à l'État régulateur, un thème qui a fait l'objet notamment d'une rencontre, la rencontre Wali-gouvernement autour de la décentralisation, une rencontre qui a été consacrée donc à cette thématique. Elle a débouché sur plusieurs recommandations. Je vous propose ce compte rendu signé Nawal Bouarba et on revient juste après. Ateliers et 2 jours de débat autour d'un thème phare, gouvernance décentralisée pour une collectivité territoriale résiliente, innovante et entreprenante, qui ont abouti à l'adoption d'une série de recommandations. En ligne de mire, le renforcement du rôle des collectivités locales dans le processus du développement du pays, conformément aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ces recommandations vont dans le sens du développement socio-économique des territoires à même de satisfaire les besoins du citoyen, de garantir son bien-être et de créer des territoires à attractivité économique et sociale et créateurs de richesses. Les participants ont plaidé en faveur de la mise en place de systèmes d'incitation à l'amélioration de l'attractivité des territoires au niveau national, notamment l'amélioration des mesures incitatives d'encouragement de l'investissement. S'agissant de modernisation des structures de base, des travaux publics, des transports, de la logistique et de la communication, il a été préconisé la nécessité de poursuivre les efforts visant le développement et le renforcement des structures de base, des routes, des autoroutes, des lignes ferroviaires, des ports et des aéroports dans le cadre des capacités financières disponibles. Concernant l'initiative et le partenariat pour l'émergence de l'économie locale, l'accent a été mis sur la nécessité de permettre aux collectivités locales de régulariser ces biens dépourvus de titres juridiques de propriété, ainsi que la promotion des compétences entrepreneuriales des collectivités locales. Les participants ont également recommandé d'asseoir des ponts solides entre l'université, les centres de formation et les instituts et le monde de l'entrepreneuriat. Concernant les recommandations au profit des zones frontalières, il a été suggéré la création de bases logistiques d'exportation au niveau des zones frontalières du Grand Sud et la prise en charge de l'aménagement du foncier industriel dans le Grand Sud. De même, les participants ont recommandé l'exonération fiscale et parafiscale sur une durée de 15 ans prolongeable pour chaque investissement générateur d'emplois dans les wilayas du Sud. S'agissant du domaine du numérique et de la modernisation des services publics, les recommandations ont porté sur la nécessité de faire du numérique le catalyseur principal du service public. Il faut savoir enfin que ces recommandations serviront de feuille de route dans la réalisation des objectifs de développement économique et social des collectivités locales. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Saada. Donc l'État hyper centralisé, c'est une norme révolue. Ce n'est plus le cas, ni en Algérie ni ailleurs d'ailleurs. Et on parle de décentralisation comme condition sine qua non à toute, d'abord bonne gouvernance, mais aussi attractivité territoriale. Merci, oui. Comme vous venez de le dire, c'est le 28 et 29 novembre dernier,
il y a eu une rencontre au gouvernement Wali sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette rencontre a réuni l'ensemble des partenaires et acteurs concernés, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les Wali et éventuellement d'autres partenaires tels que les universitaires, les associations et les présidents d'APC des wilayets des chefs-lieux. Donc la décentralisation maintenant a été élevée en rang d'exigence pour une meilleure gouvernance territoriale, d'autant plus que pour faciliter un petit peu beaucoup d'études par rapport à certains dossiers, et elle vise dans son objectif l'efficience de l'action publique et de l'attractivité du territoire. Aujourd'hui, derrière cette décentralisation, il y a aussi un enjeu constitutionnel. Alors, le dernier amendement de la Constitution, nous avons une nouvelle Constitution qui met en avant ce concept de décentralisation auquel il faut adapter nos lois qui régissent un peu l'activité, qu'elle soit économique ou politique, dans nos communes et wilayas. Absolument, c'est la nouvelle constitution qui a régi un petit peu cette déconcentration, cette décentralisation, et elle donne des pouvoirs au PAPC et au Wali afin de jouir un petit peu de ce pouvoir pour améliorer un petit peu l'attractivité de leur territoire et d'asseoir une assise économique et de faciliter aussi certains dossiers d'investissement par rapport à leur territoire. Et c'est l'une des conditions sine qua non pour le développement territorial, c'est-à-dire que maintenant le Wali ou le président d'APC n'est plus un administrateur du territoire, mais beaucoup plus quelqu'un qui gère et qui gouverne son territoire par une nouvelle forme de gouvernance, c'est-à-dire celle qui aspire à faire de ce territoire un territoire créateur de richesses et créateur d'activités, en manageant et en allant démarcher dans le cadre de l'aménagement du territoire, ce qu'on appelle du marketing territorial, afin d'attirer déjà des investisseurs et bien sûr créer de la richesse afin de fixer en premier lieu la population locale. Autrement dit, passer de l'État gestionnaire à l'État régulateur, Monsieur Bensader. Oui. Alors là, moi, si vous permettez, je voudrais d'abord aborder cette question de la décentralisation par rapport au projet du territoire. Parce qu'il me semble que la décentralisation, la finalité, c'est de créer des richesses et qu'elle ait des retombées positives sur les populations. Et toute la question, c'est un projet, un territoire qui n'a pas un projet territorial, il doit avoir non seulement un projet territorial, et ce projet territorial, il doit être, j'allais dire, soutenu par 3 conditions essentielles. D'abord, il faut qu'au niveau local, il y ait une ressource humaine capable d'accompagner le projet du territoire, de le soutenir. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition essentielle, c'est qu'au niveau territorial aussi, il faut qu'il y ait tout un système incitatif porteur afin d'attirer les investisseurs, non seulement les investisseurs, mais aussi attirer les compétences sur un territoire. Et enfin, c'est de mettre tout cela dans une gouvernance inclusive et dans une gouvernance, j'allais dire, qui donne plus de prérogatives aux acteurs territoriaux pour construire ce projet de territoire, afin de donner à cette décentralisation, déconcentration, un sens et un objectif qui reviennent un petit peu sur des retombées positives sur les populations qui habitent les territoires. Je crois que moi, je le vois beaucoup, je vois cette question par rapport à un projet du territoire et la décentralisation qui est le moteur pour avoir un projet participatif, inclusif, où tous les acteurs y participent, justement pour le bien-être de la collectivité et pour le bien-être de la population locale. Justement, vous avez parlé de ces acteurs territoriaux. Alors, il y a d'un côté les commis de l'État, oui, c'est-à-dire les fonctionnaires comme les walis délégués, etc. Et d'un autre côté, des élus locaux, oui, qui ont ce mandat populaire. Alors, entre les deux, il y a une sorte, on va dire, de dualité, si on peut utiliser le mot.
Et là, ça pose des défis à la réalisation de cette décentralisation. Alors, comment se fait cette symbiose entre les deux en matière de répartition de pouvoir? Je crois que c'est vrai que c'est un grand défi. Mais je crois qu'on est dans une phase d'apprentissage. Quand je parle d'acteurs territoriaux, moi, je ne fais pas de distinction. C'est tous les acteurs qui sont autour d'un même projet qui est dans l'intérêt de la collectivité. Et ces acteurs-là, ils doivent le porter. Ils doivent le porter pour justement réaliser quelque chose qui puisse être, j'allais dire, revenir bénéfiquement sur la population. Et donc, il n'y a pas d'un côté les élus et de l'autre côté les administrations. Il n'y a pas aussi, je dirais plus, il n'y a pas d'un autre côté les élus et les acteurs économiques. Non, il faut que j'allais dire, tous ces acteurs se mettent autour, j'allais dire, autour d'un projet pour lui donner un sens et une signification. Et ça, c'est très important. Et là, je crois qu'on est dans une phase d'apprentissage. Et si vous permettez, je vais vous... je vais dire comment on a travaillé sur un dernier projet de territoire que nous avons considéré comme étant un projet de territoire participatif et inclusif. Dans le cadre des études d'aménagement et de développement des zones frontalières, qui sont des territoires qui devraient devenir attractifs, porteurs de projets, etc., on a pu mettre en place tout un mécanisme, tout un dispositif pour construire un projet de territoire participatif où tous les acteurs, on les a mis autour d'une table, on a discuté et on est sorti avec un projet de territoire consensuel où à la fois l'administration avait sa place, l'élu avait sa place, mais aussi le citoyen avait sa place. Moi, c'est-à-dire que je relie tout ça autour d'un objectif précis. Et quand je suis sur le territoire, je relie tout ça par rapport à l'objectif de réaliser un projet de territoire. Et quand vous dites chacun à sa place, c'est une répartition des tâches ou des pouvoirs? Non, je dirais que c'est une répartition à la fois des tâches et des pouvoirs, parce qu'il faut aussi que chacun exerce une mission dans ce projet de territoire, mais aussi il y a un certain niveau de décision, à prendre. Donc il y a aussi une hiérarchie des pouvoirs. Cela n'empêche pas de construire autour de tous ces acteurs un projet du territoire où on arriverait à trouver le consensus qui est nécessaire. Je crois que c'est ça la signification, moi, en tant qu'aménageur, que je donne à la démocratie participative, à la gouvernance, autour d'un projet du territoire et à l'intérieur d'un territoire. Pour rester un peu dans cette conception de la décentralisation, alors d'abord il y a une certaine ambiguïté qu'on aimerait bien expliquer aux téléspectateurs, c'est ce couple décentralisation-déconcentration sur le plan technique, mais aussi dans le cas algérien, comment doit-on concevoir ce couple déconcentration-décentralisation pour assurer une meilleure, disons, symbiose entre l'État central et ses démembrements territoriaux, M. Saad. Merci. Vous savez déjà, la déconcentration de beaucoup de services sont déconcentrés au niveau local. Tous les ministères sont représentés, toutes les institutions sont représentées au niveau local. La décentralisation, c'est beaucoup plus des décentralisations de procédures et de décisions. Il y a beaucoup de décisions qui étaient prises au niveau central, donc ce qui avait à l'époque freiné un petit peu certaines formes d'investissement par rapport à des lenteurs administratives, bien sûr par rapport au nombre de dossiers. Je citerai l'exemple des zones d'expansion touristique qui, le dossier était déposé pour un investisseur dans le domaine du tourisme au niveau local, puis remonté au niveau central, étudié, et puis donner l'aval. Et tout ça, ça prenait énormément de temps. Par contre, maintenant, la décision peut se prendre au niveau d'une wilaya, c'est-à-dire que le dossier lui-même est déposé par l'investisseur au niveau de cette wilaya, il est étudié par une commission de wilaya, bien sûr, suivie par la direction spécialisée, c'est la direction du tourisme et de l'artisanat, et la réponse est donnée dans les meilleurs délais. Et c'est ce que avaient exigé tout le temps ces investisseurs. Également, je peux citer l'exemple du foncier industriel qui était sous la tutelle d'un ministère et concentré au niveau central, que maintenant c'est le foncier, c'est le Wadi qui peut aménager, créer des zones d'activité, des zones industrielles, des micro-zones d'activité, et c'est une exigence de l'heure maintenant, afin que certains investissements se fassent au niveau local, il faudra de la rapidité dans le cadre de la prise de décision et des études de dossier. Je reviendrai un petit peu à ce qui vient d'être dit par M. Bensedir par rapport à ce projet de concertation. Il n'y a pas de dualité, moi je pourrais dire il y a de la complémentarité.
un projet viable, c'est un projet qui est décidé dans le cadre d'une concertation la plus large possible. Le grand projet que je citerai, c'est le schéma national d'aménagement territoire qui a fait l'objet d'une concertation la plus large possible au niveau central et au niveau local. Et ce qui a permis d'engendrer et de créer un projet aussi important que le schéma national d'aménagement territoire. C'est cette vision prospective à l'an 2030 qui a été partagée et acceptée par tous. Alors j'imagine que, M. Bassender, que le passage d'un État gestionnaire à un État régulateur nécessite certaines concessions, notamment dans la prise de décision. Quelles sont aujourd'hui les priorités? Alors, je dirais qu'en fonction des priorités, il n'y a pas de priorité. On peut parler aussi en termes de priorité par rapport, j'allais dire, au territoire. Chaque territoire aussi, il a ses propres priorités. Si par exemple, je parle des territoires du Sud, on a par exemple des problématiques de développement qui sont liées beaucoup plus à des problématiques de désenclavement, à des problématiques de création d'une base économique, etc. Si on est dans le Nord, on a beaucoup plus des problématiques de développement urbain, etc. C'est-à-dire qu'en termes de priorité, même en termes de gouvernance, il faut qu'on sache d'abord fixer des objectifs et par rapport à ces objectifs, on définit un petit peu les priorités qui doivent être spécifiques à chaque territoire. Et donc la gouvernance, la priorité, c'est d'abord passer par des stades d'apprentissage. Ça, c'est un élément important. C'est de former aussi les compétences humaines et locales pour pouvoir accompagner tout ce développement. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Et la troisième chose, c'est progressivement aller mettre, j'allais dire, tous les acteurs économiques, tous les acteurs, j'allais dire, territoriaux autour d'un même projet, progressivement pour le construire. Donc la priorité, elle est au niveau de la formation, je dirais aussi, de la ressource humaine pour accompagner tout cet élan et cette dynamique et surtout, tout l'apprentissage à mettre ensemble tous les acteurs territoriaux autour d'un même projet. Un accompagnement aussi qui doit se faire sur le plan juridique, autrement dit les textes de loi qui doivent accompagner cette nouvelle conception de la décentralisation dans nos territoires. Alors, il y a un projet de loi qui est en préparation par rapport aux collectivités territoriales, un autre sur le nouveau code de la fiscalité au niveau des collectivités locales, mais aussi une recommandation de la part des participants à l'atelier de décentralisation autour d'une loi commune de la décentralisation dans nos territoires. Alors, comment doit-on la concevoir? Vous parliez tout à l'heure de spécificité Alors là, par exemple, il y a c'est vrai, le cadre général, il doit être harmonieux, un cadre général global, un cadre général, j'allais dire, homogène, etc. Cela n'empêche pas que par rapport à des spécificités, je vais citer un exemple, par exemple, les grandes agglomérations, si on veut les gérer dans le futur, etc., elles auront besoin d'un statut particulier pour les grandes agglomérations, les grandes villes aussi. Et c'est là où apparaissent les spécificités. C'est pas des spécificités qui naissent, d'aller dire, d'un état d'âme, c'est des spécificités qui naissent d'une nécessité de la meilleure prise en charge de terrain, la meilleure prise en charge des populations et pour répondre, j'allais dire, aux besoins des populations, pour mieux gérer le territoire, parce que la finalité, c'est mieux gérer un territoire, c'est la finalité, c'est de créer de la richesse, de produire de la richesse et j'allais dire créer beaucoup plus de participation et autour d'un projet qui fédère toutes les initiatives et tous les acteurs territoriaux. Alors, on parlait donc, M. Saada aussi, de cette approche globale autour de cette loi. Est-ce qu'on peut avoir serait-ce que des détails, vous qui avez participé aux différents ateliers, sur des détails sur cette nouvelle loi qui se prépare? Écoutez, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la priorité. Vous savez que dans le cadre de cette décentralisation et de l'ensemble des actions du gouvernement et du programme de son Excellence Monsieur le Président de la République, on a mis le citoyen au cœur de ce programme. Et les priorités actuellement, comme vient d'être dit par mon collègue, c'est
elles sont spécifiques à chaque territoire. Les territoires ruraux ont leur priorité, les territoires sud ont leur priorité et les territoires, toute la problématique urbaine a leur priorité. Si je reviens un petit peu à ce que vous venez de dire, l'ensemble des textes sont actuellement en chantier au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a une loi, le Code des collectivités territoriales, qui a englobé les deux lois, la loi sur l'APC et la loi sur la wilaya, la commune et sur la wilaya. On en fait une seule loi. Actuellement, elle a été discutée d'ailleurs pour la concertation au niveau central et au niveau local à partir de 3 ateliers, regroupant l'ensemble des acteurs au niveau local. Un atelier a été fait à l'est, au centre et à l'ouest, et actuellement elle est au niveau du SGG. Donc c'est une loi qui prend acte un petit peu de tous les besoins et de tous les avis qui ont été collectés par rapport à cette problématique. Alors, je vous repose un peu ma question que j'ai posée à M. Bensadir autour de cette recommandation. Alors, il y a eu récemment des directives adressées aux différents walis, 14 directives si j'ai une bonne mémoire, du Premier ministre autour de certaines mesures qu'on doit décentraliser, donc accorder aux walis. Alors, est-ce qu'on peut s'en inspirer et créer un cadre global, une sorte de loi de décentralisation homogène, comme est la recommandation de cet atelier de décentralisation? Oui, cela n'empêche pas, parce que cette loi de décentralisation, il faudrait qu'elle soit discutée surtout avec l'ensemble des secteurs concernés et l'ensemble des collectivités concernées. Comme vous le savez, il y a certaines mesures administratives et certaines procédures qui sont l'apanage de certains secteurs. Il faudrait discuter avec l'ensemble de ces secteurs afin de déléguer et de décentraliser un petit peu ces procédures. Et l'une des procédures les plus importantes, c'est par rapport, que je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au foncier. Et c'est là vraiment le socle et la base de tout investissement, que ce soit dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme. Et si on veut vraiment y aller vers je dirais, une économie hors hydrocarbures basée sur, bien sûr, les cinq secteurs, je dirais, de base, que sont l'agriculture, l'industrie, les TIC et bien sûr les services. Il faudrait y aller vers cette concertation et c'est très important. D'autant plus que, je dirais, l'État algérien a consenti énormément d'argent dans la mise en place d'infrastructures de base. À l'exemple de l'autoroute Est-Ouest, du développement de la Reine 1, du transfert d'eau à Ain Salah Tamanrasset, c'est le projet du siècle, de construction d'aéroports, construction d'universités, de dessalement d'eau potable. Tout ça, c'est de l'AEP, du gaz, d'électricité. Donc un pays aussi important que notre pays, au fin fond de l'Algérie, vous trouverez toujours des infrastructures de base qui sont quand même très importantes. Il faudrait tirer la plus-value de ces infrastructures. Et ces infrastructures doivent être créatrices de richesse. C'est le socle et c'est la base. Et là, c'est le rôle des walis et des PAPC pour aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller manager, aller chercher l'investissement et l'investissement important qui est créateur de cette richesse. Mais justement, pour favoriser cet investissement, il faut aussi un cadre juridique assez solide, d'autant plus que la décentralisation dispose aujourd'hui d'un ancrage juridique dans la hiérarchie des normes, qui est quand même la loi fondamentale, donc c'est dans notre Constitution. Et il faut un moyen pour sortir de ces directives et créer un cadre de loi auquel il faut se référer. Si vous permettez. Non seulement il y a le cadre juridique, etc., mais moi j'insiste aussi sur un autre aspect. Non seulement il y a tout un dispositif incitatif, etc., mais qui mérite d'être bien vulgarisé, d'être mieux connu. Un. Deux,
Il faut qu'on arrive progressivement. C'est pour cela que j'insiste sur la formation des ressources humaines et des compétences locales. Il faut qu'on arrive progressivement aussi dans cette, j'allais dire, dynamique et élan de démocratie, décentralisation, etc. Il faut aussi qu'on arrive à faire aussi des projets de marketing territorial. C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là qu'on peut à la fois attirer de l'investissement et rendre les acteurs, parce que la question, c'est de rendre les acteurs, j'allais dire, les acteurs locaux, des acteurs à part entière, dans le développement, dans la conception, dans la planification, mais aussi dans la construction de la vision qu'ils préfèrent pour leur territoire. Cela n'empêche pas d'avoir une vision globale. Et tant mieux, la vision globale, elle est déjà définie dans les grands instruments, dans la stratégie nationale d'aménagement de territoire, où la ligne, j'allais dire, l'une des lignes fondatrices et directrices, c'est l'attractivité des territoires. Et cette attractivité des territoires ne peut être obtenue que si il faut mettre en symbiose, en synergie, tous les acteurs territoriaux. Et la décentralisation est un moyen. Je dirais la décentralisation et la déconcentration. C'est un couple aussi qui s'adapte aussi parfaitement à la situation du territoire, parce que le territoire aussi, il doit être, certains territoires ont besoin d'être continuellement accompagnés, ils ont besoin d'être aussi soutenus dans leurs efforts et élan de développement. Donc il n'y a pas, on ne peut pas scinder pour l'instant. Il faut aller dans cette dynamique et dans cette vision. Alors, l'impact... si vous permettez, oui, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a deux types de territoires. Il y a des territoires déjà qui accusent un dynamisme économique très important. Je citerai l'exemple d'un territoire émergent qui est le plateau Est. L'axe Msila, Borj Bararidj, Sétif et en allant sur Béjaïa, c'est un axe très dynamique. Donc c'est un axe que l'État doit accompagner dans son dynamisme. Mais il y a des axes aussi, il y a certains territoires qui posent quand même des retards de développement. Et c'est là aussi la stratégie nationale d'aménagement du territoire où dit que ces espaces doivent être accompagnés par une politique volontariste de mise à niveau. C'est le cas qui vient d'être cité, c'est le cas des hauts plateaux, c'est le cas des zones frontalières, de certains espaces montagneux et certains espaces du sud. Alors, la décentralisation suppose plus de prérogatives pour les walis. Ça pose aussi un défi pour les walis qui vont subir un peu plus de pression par rapport aux prérogatives qu'ils ont. Est-ce qu'on a prévu justement un cadre ou des mesures pour protéger les commis de l'État? Oui, bien sûr, il y a des mesures qui sont des mesures réglementaires et des mesures d'accompagnement en matière, je citerai, d'accompagnement en matière de formation, comme vient d'être cité par mon collègue, de marketing territorial. On a prévu un accompagnement et une formation de ces collectivités, même peut-être que les walis, les PAPC et l'ensemble des acteurs au niveau local et au niveau central. D'ailleurs, lors de la rencontre sur le développement des zones frontalières, il y a une convention qui a été signée entre notre département ministériel et l'école des hautes études commerciales afin d'accompagner en matière de formation tous ces acteurs et d'en faire des managers des territoires et créateurs de richesses. Et qu'en est-il à l'interaction entre les départements ministériels et les prérogatives qu'on va accorder aux walis? Ben je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait de décentralisation, je vous ai dit que c'est une problématique intersectorielle. Il y a actuellement même certaines prérogatives qui sont déjà cédées. Et ce sera de la complémentarité. Il n'y a pas de dualité. C'est de la complémentarité pour le projet de territoire dont on parlait tout à l'heure, que ce soit au niveau central ou au niveau local. C'est alléger aussi certains départements centraux de certaines prérogatives. Eux-mêmes déjà, certains départements ont des problèmes à répondre à toutes les demandes vu l'élan économique que vient de prendre le pays et je dirais c'est une excellente chose que certaines démarches et certaines exigences et procédures soient décidées au niveau local. Allez-y. Si vous permettez, moi je crois que l'un des principes fondateurs de la décentralisation, c'est la concertation. C'est la concertation des acteurs. Mais c'est la concertation aussi des acteurs locaux et des acteurs centraux. C'est ça la décentralisation. Parce que
on décentralise pour un projet de territoire, mais il faut qu'on n'oublie jamais que ce projet de territoire s'inscrit dans un projet beaucoup plus global, c'est le projet national. C'est-à-dire que cette courroie, ce lien, cette synergie, elle doit tout le temps exister. C'est pour éviter à la fois des fractures territoriales. Elle émane d'un État unitaire. Voilà. Et c'est pour aussi accompagner, tous les acteurs autour d'un projet viable localement, mais aussi qui est cohérent au niveau national. Donc, il n'y a pas, c'est pas une dichotomie, il n'y a pas une contradiction. C'est des choses, c'est la concertation, qui est le fer de lance dans la décentralisation. Et certainement, il y a aussi, pour certains projets structurants, resteront toujours au niveau central. C'est des projets qui dépassent, je dirais, les limites administratives d'une wilaya ou d'un certain nombre de wilayas. C'est des projets d'envergure nationale ou d'envergure régionale qui seront toujours décidés au niveau central. Voilà. Alors, dans quelle mesure la décentralisation peut constituer une réponse aux pressions budgétaires que connaissent les collectivités locales et territoriales? Oui, certainement. La décentralisation, je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de la décentralisation, c'est-à-dire une fois que ces territoires commencent à créer de la richesse, c'est une entrée budgétaire au niveau de ces espaces. Et soit d'une manière directe ou d'une manière indirecte, c'est-à-dire par les taxes, par la création de la fiscalité locale, tout ça va permettre à beaucoup de territoires d'émerger par rapport à la création de la richesse. Si vous permettez, la décentralisation est l'un des meilleurs moyens pour booster le développement local. Je vais essayer de l'expliquer, car l'acteur local va se retrouver comme étant partie prenante d'un projet de développement. Donc il va créer de la richesse. Ça, c'est une... Et cette richesse-là, elle a des retombées sur toute la collectivité, mais aussi elle a des retombées en termes de taxes, etc., etc. Donc la décentralisation, c'est le moyen aussi qui puisse booster, qui puisse, dynamiser tout le développement local. Et par le biais de ce développement local, on créera davantage de richesses, on valorisera les ressources locales, on permettra aux populations de stabiliser et surtout que les populations locales vont se retrouver dans le projet du territoire. C'est ça la chose la plus importante. Elles vont se retrouver. Donc ce projet du territoire, elles vont se l'approprier puisqu'elles sont aussi acteurs. Et ça, c'est une chose très très importante. Ça, c'est une dimension de la décentralisation qui est fondamentale. Je suis là, on m'écoute, je participe, je contribue au développement, donc je suis un véritable acteur. Si je peux simplifier les choses de cette manière-là. Et donc ça a des incidences sur le développement économique d'une région, sur le développement économique d'une commune, et ainsi de suite. Donc, j'allais dire, c'est cette appartenance locale qui va donner toute cette dynamique. Moi, je dirais que, si vous permettez, ceux qui connaissent le mieux leur territoire, bien sûr, c'est les acteurs locaux. Et ça va permettre de booster cette économie locale à travers l'exploitation rationnelle des ressources locales et de la mise en exergue des ressources locales. Et ça va créer une spécialisation territoriale, et en créant les spécialisations des espaces territoriaux, on crée des pôles de compétitivité. Et là, on va y aller vers la compétitivité entre les territoires. Absolument. Et ça va créer, c'est-à-dire la dynamique territoriale et une concurrence entre les territoires. Voilà. Justement, dans ces différents schémas directeurs, est-ce qu'on a identifié des régions ou des collectivités territoriales qui offrent plus de possibilités dans certains domaines par rapport à d'autres, et devant laquelle il faut adapter cette décentralisation? Effectivement, le schéma national d'aménagement du territoire a territorialisé un petit peu l'investissement en créant des pôles de compétitivité et d'attractivité et en dédiant à chaque territoire une spécificité. Vous avez des territoires agro-silvopastoraux, les territoires de haut plateau, vous avez des territoires à une dynamique industrielle avérée, on a des territoires à une dynamique de recherche et je dirais par exemple de recherche en biomédical, des recherches en mécanique et de dynamique pour le développement de l'industrie mécanique.
mécanique de l'industrie pétrolière. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une spécialisation parce que un pays aussi grand que l'Algérie, avec des typologies différenciées, évidemment, il y a des spécialisations pour chacun des territoires. Mais j'ajouterais aussi une chose de ce que vient de dire M. Saada, que ces spécificités locales aussi, elles nous permettent aussi de développer des complémentarités, parce que ces spécificités locales réunies, agrégées ensemble, créent une certaine complémentarité entre les territoires. Déjà, nos territoires, ils ont des complémentarités du type physique, sociologique, etc. Mais aussi en termes de développement, ça crée des complémentarités et ça crée. C'est pour cela, oui, la décentralisation est un facteur très, très important, mais aussi elle doit s'inscrire dans un schéma, j'allais dire, dans une stratégie globale. Et ça crée aussi des complémentarités entre les collectivités territoriales, oui, entre l'intercommunalité ou l'ensemble de wilayas qui, bien sûr, une fédère sur un projet de territoire donné. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des acteurs territoriaux. Alors, dans la prise de décision, quelle est la place des partenaires économiques? Ils sont les créateurs de richesse. Oui, ce sont les créateurs de richesse. Je crois que de plus en plus, les partenaires économiques sont consultés, deviennent des acteurs, etc. Et là, je vais revenir sur une expérience que j'ai vécue, on a vécue dans le cadre de l'ANAT quand on a élaboré un plan-programme pour le développement des zones frontalières. Je vous dirai une chose, que les acteurs économiques étaient présents, étaient écoutés, ils sont venus avec des projets, et ce qui était très important, très intéressant, c'est que même les décideurs locaux, ils étaient à l'écoute. Vous voyez qu'il y avait un partage, un échange qui se faisait, mais cet échange, ce partage, pour qu'il ait du sens et de la signification, il doit se faire sur un projet de territoire, sur un projet d'une commune, sur une vision. Sinon, qu'est-ce on risque d'avoir? On risque d'avoir, j'allais dire, des projets éclatés, des projets, j'allais dire, dispersés. Alors que non, on doit s'inscrire dans une vision et dans une, j'allais dire, pour atteindre un objectif précis autour des... Et est-ce qu'on travaille dans ce sens, dans ces projets de territoire? Moi, je crois qu'on a commencé à travailler de cette manière-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des pratiques anciennes, etc. Mais d'une manière générale, on a commencé, on a pris conscience de la nécessité. Tel que M. Saada a soulevé la problématique de l'intercommunalité. Maintenant, on est fondamentalement sûr que c'est l'intercommunalité qui peut résoudre un certain nombre de problèmes pour des communes, en termes urbains, en termes de gestion des déchets, etc. C'est-à-dire que cette approche, j'allais dire, à l'intérieur de la commune, endogène à la commune, ne peut pas avoir de résultats sur le moyen et le long terme. L'intercommunalité, c'est aussi une forme de décentralisation, c'est une forme de partage, c'est une forme aussi de communication entre les différents acteurs, à la fois élus, mais aussi entre les acteurs économiques. Et donc je crois qu'on est dans un processus d'apprentissage. C'est pour cela que j'insiste que ce processus d'apprentissage doit être soutenu par de la formation des acteurs locaux, des élus, etc. pour, j'allais dire, porter des projets, parce que c'est ça la signification, le dernier sens qu'on doit donner à la décentralisation. On décentralise pour quel objectif? C'est pour créer un projet du territoire qui est bénéfique pour la collectivité. On décentralise pas uniquement pour décentraliser, sinon ça n'a pas, j'allais dire, permettez-moi cette expression, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Le projet de territoire existe à travers le schéma national d'aménagement du territoire, qui lui-même d'ailleurs a prévu 2 phases de mise en œuvre de cette stratégie nationale d'aménagement du territoire. La première phase allant jusqu'à 2015, où l'État met en place toutes les infrastructures de base afin d'attirer ces investisseurs, et une phase au-delà de 2015 où on laisse la place de plus en plus importante de l'économie au privé, aux acteurs économiques, et l'État devient un État régulateur et accompagnateur. Donc c'est très important. Et on est en train d'aller vers ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Tout ça, c'est la mise en relief du partenariat privé et des acteurs économiques nationaux et éventuellement pour certains projets internationaux. Alors, dans cette décentralisation, jusqu'à quel point on peut aller en matière de prérogatives accordées à ces collectivités territoriales par rapport à nos spécificités économiques? Je crois qu'il est maintenant un peu tôt pour répondre à cette question. On est au début maintenant.
il y a certaines prérogatives et certaines décisions qui sont données aux collectivités territoriales et ça viendra crescendo petit à petit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains projets d'envergure wilayale, communale, tout à fait, automatiquement, ça sera des prérogatives de la wilaya de la commune, mais les grands projets structurants d'envergure nationale, ça sera toujours la prérogative des secteurs et des organismes centraux. Pour aller dans le même sens de M. Saada, je dirais que si on donne, et si c'est cette initiative, jusqu'à quel niveau? L'initiative, je crois qu'on est dans un processus d'apprentissage. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'aller progressivement à ce qu'on arrive à la fois sur un territoire, à l'échelle d'une commune, qu'on construise quelque chose ensemble, mais la construction de ce projet, la construction, j'allais dire, de ce qu'on veut faire, doit aussi se faire en complémentarité avec le territoire voisin, avec le territoire, j'allais dire, voisin, mais elle doit aussi se faire dans un cadre global, général, harmonieux et équilibré. Et c'est ça. En finalité, la stratégie nationale d'aménagement de territoire déclinée. Déclinée, c'est ça. C'est à la fois faire émerger les spécificités territoriales et la démocratie participative est un moyen, j'allais dire, cardinal pour faire émerger les spécificités territoriales. Mais faire émerger les spécificités territoriales doivent aussi s'inscrire dans, j'allais dire, dans une vision globale. C'est-à-dire dans une vision globale qui réunisse toutes ces spécificités. C'est un moyen, donc, progressivement. Deux, il faut que les acteurs territoriaux progressivement construisent des visions autour de leur territoire, c'est-à-dire construisent des projets. Ils ont une vision sur le court et le moyen terme, mais cette vision sur le court et le moyen terme doit, j'insiste sur ça, compte tenu de notre histoire, compte tenu des potentialités de notre pays, compte tenu, j'allais dire, de ses faciès, etc., on doit construire un projet aussi, un projet qui s'inscrit, un projet global. Est-ce que cette décentralisation, ce projet de décentralisation qui est en cours est accompagné ou obéit au nouveau découpage administratif ou le contraire? C'est-à-dire, est-ce que le découpage administratif, le nouveau découpage administratif, prend en considération ce concept de décentralisation? Vous voulez... je parle du nouveau. Le nouveau. Moi, je crois que... moi, je dirais, en termes d'aménagement et de développement, le découpage administratif actuel, il a aussi ces mécanismes, j'allais dire, pour créer toutes les complémentarités. Et par exemple, l'intercommunalité est un moyen qui permet à la fois de mettre deux communes sur un même projet. Donc, on tient compte un petit peu de ce mécanisme. On tient compte aussi de ces prérogatives que les communes peuvent développer un projet de territoire ensemble, etc. C'est-à-dire que si il y a eu aussi la création de nouvelles wilayas déléguées. Cette création aussi des wilayas déléguées, c'est de donner plus de prérogatives à des territoires. C'est une nouvelle circonscription qui s'est créée avec de nouvelles prérogatives. Tout cela s'inscrit aussi tout le temps dans la complémentarité et j'allais dire dans toutes les relations que peuvent entretenir les territoires. Donc, en quelque sorte, le découpage actuel, avec les mécanismes qu'il y a, avec j'allais dire, le code de la commune et de la wilaya, peut s'inscrire parfaitement un petit peu en termes de relations et de complémentarité. Oui, absolument. Surtout avec la création de nouvelles wilayas déléguées, d'autant plus actuellement on est sur des études par rapport au niveau 10 wilayas déléguées du Sud et on est en train de doter ces wilayas de prérogatives, de nouvelles prérogatives et d'infrastructures aussi, pour qu'elles puissent répondre un petit peu à la mission, leur mission primordiale de création, c'est-à-dire à rapprocher le développement et à rapprocher l'administration du citoyen. Et c'est très important parce que là actuellement au niveau de certains espaces qui sont des espaces immenses par rapport à certaines wilayas du Sud, donc la création de ces wilayas est une excellente chose et ça va booster, ça va faciliter un petit peu cette vision économique du territoire. Ouais. Alors, qui parle de décentralisation parle aussi de fin de la bureaucratie. Alors, juste pour le téléspectateur, dans quelle mesure cette décentralisation peut contribuer à l'amélioration d'un service public, du service public? Oui, l'amélioration du service public, bien sûr, c'est très important. Mais il est accompagné, cette décentralisation est accompagnée au ministère de l'Intérieur par la numérisation du territoire. Voilà.
La numérisation du territoire et la numérisation je dirais, de certaines procédures administratives. Là, ça freinerait et ça va vraiment réduire totalement, je dirais, cette problématique de bureaucratie et surtout, ça facilitera l'accessibilité aux citoyens à l'information et en plus, ça facilitera l'étude de certains dossiers et certaines je dirais, décisions seront prises dans les meilleurs délais et bien sûr, ça ne fera que du bien pour... Je crois que Majid, il faut ajouter aussi, ça permet aussi de rapprocher le niveau de décision. Absolument. Le fait de rapprocher du niveau de décision au niveau local, c'est déjà une forme de lutte contre toutes les formes de bureaucratie. C'est-à-dire que le niveau de décision, il est pris déjà localement. C'est-à-dire que ça, c'est déjà une forme, une action très très forte qui va contre toutes les formes de bureaucratie. Et ça s'inscrit dans la décentralisation. Ce rapprochement du niveau de décision 1 et de 2, on a dit que les acteurs, c'est plus, permettez-moi cette expression, on n'est plus dans la logique, j'allais dire dessus, mais on est dans la logique d'un acteur qui décide sur son avenir, qui est intégré dans le processus de développement. Et donc là, j'allais dire, le rapprochement du niveau de décision à travers la décentralisation, à travers la création des wilayas délégués, etc., ça permet, j'allais dire, de mieux étoffer toute cette décentralisation. Je dirais aussi que le découpage territorial en soi n'est pas un frein. La question essentielle qui doit se poser, c'est comment arriver à mettre en place tous les mécanismes de concertation, de partage, de discussion, de dialogue pour, j'allais dire, surpasser un petit peu toutes ces contraintes. Et on disait tout à l'heure, c'est le fait de faire partager ce projet de territoire avec l'ensemble des acteurs et des partenaires, dont, je dirais, dans la transparence la plus totale. C'est là qu'on va lutter contre cette bureaucratie. Et le fait de faire de l'acteur territorial un gestionnaire de son territoire et tous les partenaires au niveau local, on soit des investisseurs, la société civile, les universitaires, participent à ce projet de territoire. Là, ça lutterait énormément pour toute forme de bureaucratie. Je voudrais ajouter une chose. C'est pas uniquement la décision, j'allais dire la décentralisation administrative. La décentralisation administrative doit être aussi accompagnée par une décentralisation entre guillemets économique. Par exemple, que si je veux traiter un dossier d'investissement et j'ai pas, j'allais dire, toute l'infrastructure nécessaire pour traiter ce dossier d'investissement au niveau local, si j'habite à N'Gzem et je dois traiter un dossier d'investissement et je dois remonter jusqu'à Ouargla, je donne comme ça un exemple pour aller à la banque principale ou à la banque régionale, etc. Donc, il n'y a pas uniquement la décentralisation administrative. La décentralisation administrative doit aussi induire une décentralisation économique. Sinon, j'allais dire, on va marcher avec un seul pied. Et ce n'est pas l'objectif qui est recherché, ni par le gouvernement, ni par, j'allais dire, qui est recherché à travers tout le nouveau projet communaux et de wilaya. C'est pour ça qu'on parlait, si vous permettez, de cette décentralisation de certaines institutions ou organismes qui accompagnent le développement, tel que le système bancaire qui a été toujours demandé par les investisseurs. Bon, généralement, quand on parle de décentralisation, c'est un terme administratif et qui parle d'administration parle bien évidemment du ministère de l'Intérieur, mais les autres départements ont aussi des missions à accomplir, notamment le ministère des Finances à travers la réforme bancaire. J'aimerais revenir, vous avez parlé tout à l'heure de la formation, celle-ci pour l'instant incombe à l'État, mais aussi il y a un rôle à jouer de la part du secteur privé, mais aussi de la classe politique. Et quand je parle de la classe politique, des partis qui sont la pépinière des élus locaux qui vont contribuer à la prise de décision. Oui. La formation est un processus qui doit être d'abord continu. La formation est un processus qui doit s'exercer localement. Il doit aussi concerner les thématiques actuelles, d'actualité. Il doit aller, par exemple, au niveau local, sur des thématiques nouvelles. Il faut qu'on arrive à faire progressivement des stratégies de marketing territorial.
permettez-moi, c'est pas un peu péjoratif, c'est d'arriver à vendre le territoire. Il faut que l'élu arrive à vendre le territoire. Il faut aussi que monsieur le Wali, au niveau de la wilaya, puisse aussi élaborer une liste, j'allais dire, un appel à projet. Il a des projets, il peut faire appel aux investisseurs via les moyens, j'allais dire, numériques, etc. Et donc tout cela, il doit y avoir la formation. Les élus doivent être formés. J'allais dire, les acteurs territoriaux doivent être formés. L'administration locale doit être formée dans ces segments, dans la gestion aussi urbaine, dans la gestion des agglomérations. Je ne parle que de ces segments qui me paraissent pour l'instant prioritaires. Mais j'allais aller faire de la formation dans le marketing territorial, c'est aller vers, j'allais dire, capter de l'investissement, c'est aller vers l'investisseur, c'est aller vous lui proposer toutes les potentialités que peut offrir un territoire, tout le système incitatif que peut offrir un territoire, et ainsi de suite. Et cette formation-là ne doit, j'allais dire, épargner aucun segment d'acteurs territoriaux, mais elle doit se faire, je continue de le dire, elle doit se faire dans une vision et selon un projet et un objectif. C'est-à-dire pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas, j'allais dire, fragmenter une stratégie. Elle doit se faire autour d'un projet de territoire qui revient avec beaucoup de bénéfices sur la population. Et c'est là que je dirais que les universités et les grandes écoles doivent accompagner ce processus par un nouveau cursus de création de managers et de sortir du cursus classique, techniciste. Là, on va former le manager du territoire. Et c'est très important. Parce que là, comme disait M. Ben Siddiq, quand un wali ou un président d'APC a managé un investisseur, il doit être quand même assez capable de faire du marketing territorial en offrant ce qu'on appelle les avantages comparatifs par rapport d'un territoire. C'est là que rentre le terme de compétitivité territoriale. Et là, c'est la question de l'attractivité du territoire. Un territoire, il est attractif. En finalité, un territoire, s'il est attractif, permettez-moi de dire ça, c'est qu'il arrive à créer de la richesse, qu'il arrive à capter de l'investissement et qu'il arrive à créer des conditions de vie favorables à sa population. C'est-à-dire que pour essayer de simplifier, c'est ça l'attractivité d'un territoire. C'est-à-dire que c'est un territoire qui crée de la richesse. Si un territoire ne crée pas de la richesse, quelle est la finalité de cette attractivité? Et donc, c'est pour cela que vous avez vu que j'ai répété plusieurs fois le projet du territoire. Le projet du territoire, ce n'est pas uniquement un projet économique. Le projet du territoire, c'est un projet global. Il y a à la fois la dimension économique, il y a la dimension culturelle, il y a la dimension environnementale. C'est un projet qui fédère tous les acteurs. C'est-à-dire, en finalité, le projet du territoire, c'est, j'allais dire, la rencontre d'un investisseur avec un territoire. C'est la rencontre d'un universitaire avec un territoire. C'est la rencontre aussi d'un apprenti et d'un maçon avec un territoire. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans ce projet. C'est vrai qu'on est au stade, j'allais dire, d'apprentissage, mais progressivement, il faut qu'on construise des stratégies locales de cette manière. Et c'est là tout l'intérêt de la décentralisation. La décentralisation est le moteur qui permet aussi de libérer les initiatives tout en ouvrant aussi beaucoup de prérogatives aux acteurs locaux. Monsieur Ben Siddiq Ali, je rappelle, vous êtes directeur des études auprès de l'Agence à l'aménagement et l'attractivité des territoires. Merci pour votre participation, tous ces éclairages autour de cette thématique de la décentralisation. Merci à vous également, Monsieur Saada Majid. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'aménagement et l'attractivité du territoire au sein du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre ou suivre la rediffusion de cette émission sur notre chaîne YouTube. Sinon, nous laissez vos commentaires sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de votre écran. Je vous dis sinon au revoir et la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu.